Et il y a par exemple des gens comme Jean Mine, qui avait travaillé sur la présentation chez l'adulte, ces modes d'organisation personnelle des connaissances qui étaient des modes particuliers. Et ces représentations avec des adultes, il ne fallait pas croire que c'était des syriens qu'il fallait former, il fallait toutes ces représentations en tenir compte pour développer des formations. Donc ça fait partie de cette illusion perdue et de cet enterrement. Je crois qu'aujourd'hui, le formateur n'est plus celui qui transmet un savoir, mais celui qui fait comprendre et qui tient compte qu'en face de lui, il a des gens différents avec leur représentation, leur histoire. Donc si vous voulez, quelque part, la première illusion, c'est celle-là, elle est enterrée. Le type d'organisation scientifique de la formation du travail, on n'est pas tenable. Deuxième enterrement, on a cru longtemps aussi que l'accès au savoir était le vecteur de l'émancipation des individus, qu'il était libérateur. Alors, il y a une expérience qui m'a toujours beaucoup frappé, c'était les universités populaires au début du siècle. Après l'affaire Dreyfus, il y a des intellectuels qui ont dit on va aller au peuple. Ils sont allés au peuple. Et puis, bon, il y a des cours sur le virginal, les jardins anglais, enfin, tous les cours qu'ils faisaient dans leur université, ils avaient des réponses osées pour ce peuple. Qu'est-ce qui est arrivé au bout de quelques années? Eh ben, les gens ne sont plus venus. Et les universités populaires sont mortes faute de public, puisque le public ne retrouvait pas dans ce qu'on leur offrait des éléments qui leur parlaient de leur vie quotidienne. C'était complètement déconnecté à des années-lumière de leurs préoccupations. Dès lors, ça ne les intéressait pas. Et même des gens comme Charles Guies, qui était un des secrétaires généraux de ces universités populaires, était d'ailleurs assez critique là-dessus. Il disait, mais si on veut que ça perdure, il faudrait qu'on leur parle aussi d'eux-mêmes. Donc, j'ai aussi connu l'alphabétisation, vous savez, l'amicale pour l'enseignement des étrangers dans les années 70, 60-70, où on pensait que accéder à lire, écrire et compter, c'était suffisant pour les immigrés. Alors, Lynn a une belle robe rouge. Qu'est-ce qu'il en a servi? Même si ça l'aide à apprendre le français, de la robe rouge de Lynn. Enfin, et c'était le même problème que les libertés populaires, c'est-à-dire que les gens ne se trouvaient pas avec des réponses qui correspondaient à leurs réponses qu'ils attendaient de leur vie quotidienne. Et ben, résultat, abandon, beaucoup d'absentéisme, et s'est développé tout un courant de la formation des étrangers. Alors ça allait jusqu'à Mastéro, qui habitait, et des formations aussi qui étaient de l'alphabétisation fonctionnelle, des choses qui parlent aux gens, qui les aidaient à avancer dans leur vie, ou même de l'apprentissage de leur vie quotidienne. Donc là aussi, vous voyez, on a ça. Encore un précurseur, Bertrand Schwartz et son équipe, toujours là, avait déjà, dans ce domaine, autour des plaidoyers sur l'éducation permanente, montré qu'une intervention ne pouvait être qu'une intervention socio-éducative qui devait prendre en compte les caractéristiques non seulement des gens, mais aussi les caractéristiques du milieu et du contexte dans lequel ils s'inséraient. Donc on a eu dans les actions collectives, dans les bassins d'emploi périphéres, toute une série de choses qui se sont racinées. Il y avait quelqu'un qui, juste avant d'entrer, le disait d'une manière très juste d'ailleurs, au fond, le terreau sur lequel il poussait ses actions, c'était la crise. Et c'est la crise qui a amené à essayer de poser des problèmes pour essayer de résoudre cette crise. Donc on avait là quelque chose qui, dans les actions collectives, que ce soit des actions collectives dans les bassins d'emploi, notamment que ce soit des actions collectives dans les entreprises, on avait cette idée qu'une formation ne pouvait être qu'une intervention socio-éducative. Donc ça, c'est le deuxième enterrement. On ne croit plus à la neutralité de l'acte éducatif, on ne croit plus à la simple accès au savoir qui a libéré ipso facto les individus, même s'il y a encore des gens qui croient. Troisième enterrement, avant de parler du mariage, c'est vraiment l'illusion qu'il y a eu dans les 30 Glorieuses, le triomphe de la théorie du capital humain, du travail formé, c'est-à-dire l'idée que, c'est Delors qui développait beaucoup ça, l'idée que la formation était un terrain d'un nécessaire convergence entre les intérêts des travailleurs et les intérêts de l'employeur, et qu'on était obligé de se réconcilier, et que la formation, disait à l'époque des gens comme Forestier, c'est la variable principale du développement économique. Qu'un pays sous-développé est un pays sous-instruit. On avait
retrouverait toute cette thématique euphorique un peu basée sur le crayon, sur le progrès technique, qui pensait que le progrès technique était aussi libérateur, quelque part. Donc il y a beaucoup de... Donc ça, l'apogée, ça a été les lois de 3 décembre 66, d'une part, et le 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle, qui exprime bien ce credo, qui était aussi la loi du danger en même temps, quelque part. Et donc dans ce domaine-là, il y a des gens qui ont dénoncé des choses. Étienne Vernon, dans un numéro de la revue Esprit à l'époque, en 1974, qui disait « L'illusion éducative, c'est faire croire que l'enjeu de la détermination du rapport formation-production se joue dans le temps de la formation. » C'est-à-dire dire, bon, la formation c'est sûrement utile, mais ce n'est pas la seule variable importante. Claude Dumas aussi a beaucoup montré que les problèmes, c'est pas seulement acquérir des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, mais c'est un problème de socialisation professionnelle. Et que la formation, ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. Parce qu'avec le premier choc pétrolier 73, et la crise, on a à la suite pensé que la formation était aussi de nature à régler les problèmes de la société en crise, du chômage, de l'exclusion. Et on l'a investi un peu magiquement de ça. Donc il y a ce côté un peu de potion magique que beaucoup ont dénoncé. Et il faudra encore attendre le début des années 80 pour pouvoir avoir une vision de la formation beaucoup plus modeste, que j'appellerais systémique. Et notamment le 9e plan 84-88, qui d'ailleurs a généré le travail sur la validation des acquis et la reconnaissance des acquis, disait « Seule l'intégration étroite des dimensions emploi, organisation du travail, relation du travail, formation professionnelle, relance et restructuration de l'appareil productif est susceptible de répondre à la crise à laquelle nous sommes confrontés dans le domaine d'emploi du travail. » C'est-à-dire l'idée que la formation n'est plus qu'une variable stratégique, soyons modestes, parmi d'autres. Qu'elle n'est pas toute seule de nature à résoudre les problèmes, que par contre, des fois, elle contribue de façon efficace à les régler, quand on la met en place. Et donc, il faut prendre la formation de manière modeste, et il ne suffit pas de travailler sur la formation, il faut travailler sur le reste. Alors, on a Schwartz, qui a lancé, le rapport sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes 82, où il montre que le problème de l'insertion des jeunes n'est pas seulement un problème de formation, mais aussi des problèmes de logement, de conditions de vie, de famille, de société, de politique industrielle, etc. Donc on va dire que cette approche, il a continué avec les nouvelles qualifications, les actions Schwartz dans les entreprises. Donc on a eu toute une série comme ça de choses qui là aussi, Nancy était novateur. Voilà en ce qui concerne les enterrements. Passons au mariage. Donc 3 enterrements, vous avez bien compris. On ne peut pas avoir une organisation impersonnelle et préétablie de la formation, il faut dire pour le former. Deuxième, le savoir, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, même si c'est une condition nécessaire pour libérer les individus et les émanciper. Et troisièmement, arrêtons de croire que la formation, c'est la notion magique de ce dont ils font. La formation n'est qu'une variable parmi d'autres.